Un PDG millionnaire a emmené une femme sans abri au mariage de son ex-fiancé pour se venger, mais ce qu'elle a fait a choqué tous les invités. Le ciel de Paris était d'un gris lourd, typique d'un mois de novembre où le vent semblait transporter les regrets d'une ville trop bruyante pour ceux qui savaient encore écouter. Théo Lambert, lui, n'écoutait plus rien depuis longtemps. À tout juste 30 ans, il avait bâti une fortune que même les magnates de la finance respectaient. Son nom figurait dans les classements des hommes les plus influents de la tech européenne. Il possédait une entreprise évaluée à plus de 200 millions d'euros, une équipe de 150 ingénieurs triés sur le volet et un appartement de 2 étages avec vue sur la tour Eiffel, d'où il pouvait observer la ville s'étendre comme une maquette trop parfaite. Mais tout cela, absolument tout cela, lui semblait vide. Chaque matin, son assistant personnel, Marc, lui envoyait un programme réglé au millimètre. Réunion avec des investisseurs à Londres par visioconférence, déjeuner avec des partenaires potentiels dans les meilleurs restaurants du 8e arrondissement, séance de brainstorming dans des loft design transformés en laboratoires d'innovation. Théo se rendait à tous ces rendez-vous avec une ponctualité irréprochable, répondait avec charisme, impressionnait ses interlocuteurs. Mais à l'intérieur, il traînait un poids silencieux, une nostalgie qu'aucune réussite matérielle ne pouvait effacer. Claire Dubois. Le nom résonnait en lui comme une musique interdite, douce et cruelle. Il avait tout sacrifié pour elle. Le mariage devait avoir lieu 1 an plus tôt dans un domaine viticole de Provence. 200 invités, une robe dessinée, sur mesure par une créatrice italienne. Un menu signé par un chef étoilé. Et pourtant, 3 jours avant la cérémonie, elle était partie. Sans éclat, sans cri. Juste une lettre posée sur la table de la cuisine, entre une orchidée fanée et une bague qu'il avait fait tailler en secret à Anvers. Elle écrivait qu'elle l'aimait, mais que ce n'était plus suffisant, qu'elle ne se voyait pas mener une vie d'ombre derrière un homme devenu trop public. Théo avait lu ces lignes en boucle, comme si la douleur pouvait être dissoute par la répétition. En vain. Depuis, il se tenait droit, impeccablement vêtu, toujours prêt à affronter le monde. Mais le soir, quand les coupes de champagne étaient rangées, quand les flashs s'éteignaient, il redevenait cet homme seul sur un lit trop grand, avec une mémoire qui refusait de cicatriser. Ils se repassaient leur histoire comme un film qu'on connaît par cœur. Leur rencontre à une conférence sur l'intelligence artificielle, les promenades nocturnes sur les quais de Seine, les petits déjeuners partagés dans des hôtels secrets. Elle riait d'un rien, connaissait par cœur les vers de Baudelaire et faisait du piano les dimanches pluvieux. Elle avait transformé son appartement en un foyer et sa vie en un rêve, jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Ses amis, ceux qu'il gardait encore près de lui, tentaient de lui présenter de nouvelles femmes, des entrepreneuses brillantes, des actrices engagées, des architectes de renom. Mais aucune ne parvenait à briser la coquille qu'il s'était construite. Il faisait semblant, il souriait. Parfois, il allait même plus loin, par pur ennui. Mais jamais son cœur n'accélérait. Jamais ses mains ne tremblaient comme elles le faisaient à l'époque, rien qu'en entendant les talons de Claire claquer dans le couloir. Son entreprise continuait de croître. Il venait de conclure un partenariat stratégique avec un géant asiatique. Les médias parlaient d'une nouvelle ère numérique portée par la vision unique de Théo Lambert. On le surnommait le miracle de Montparnasse, une référence à ses débuts dans un petit appartement au-dessus d'un bar à vin. Il aurait dû être fier. Il ne l'était pas. Il rentrait tard, allumait les lumières sans but, s'asseyait face à la baie vitrée et fixait les lueurs de la ville comme s'il attendait un signe, une rédemption, ou peut-être juste une raison. Un soir, alors que la ville fêtait la sortie de son dernier projet avec des projections sur les façades d'immeubles, il refusa d'y assister. Il se contenta de regarder les vidéos depuis son téléphone seul sur son canapé. Il zooma sur les images de la foule. Là, parmi des visages heureux, il crut un instant voir Claire. Ce n'était pas elle, bien sûr. Son esprit lui jouait des tours. Il soupira, laissa tomber l'appareil au sol et ferma les yeux. Il aurait tout donné pour une simple conversation avec elle. Même une dispute, n'importe quoi qui brise le silence entre eux. Son thérapeute, qu'il consultait en secret 1 fois par semaine, lui parlait de deuil émotionnel, de reconstruction identitaire, de la nécessité d'ouvrir de nouveaux chapitres. Théo hochait la tête, notait quelques phrases, mais n'écrivait rien au fond de lui. Ce chapitre n'était pas clos. Il refusait de le clore. Il s'y accrochait comme à une définition de lui-même qu'il comprenait encore.
Le plus étrange, c'est qu'il n'en voulait même pas à Claire. Au fond, il comprenait. Il était devenu une figure publique, une silhouette de magazine. Elle aimait l'intimité, les silences complices, les gestes simples. Ils étaient devenus incompatibles sans le vouloir. Mais comprendre ne guérissait pas. Comprendre ne supprimait pas les souvenirs qui revenaient au moindre parfum, au moindre mot entendu dans la rue. Et ainsi, chaque matin, Théo se levait, enfilait un costume 3 pièces, ajustait sa montre suisse, prenait un café noir sans sucre et sortait dans une ville qu'il dominait mais ne ressentait plus. Il était un roi sans royaume, un amant, sans amour, un homme comblé aux yeux de tous et vide aux siens. Ce fut dans cet état de torpeur lucide qu'il reçut un courrier particulier, une enveloppe ivoire, avec une calligraphie trop familière pour être confondue, le cachet d'un hôtel de luxe à Bordeaux, le nom de Claire Dubois écrit avec une élégance cruelle, un faire-part de mariage. Elle allait se marier, pas avec lui, mais avec un autre. Et soudain, tout ce qu'il croyait éteint se ralluma. Non pas de l'amour, mais une tempête, une idée, un défi, une folie. Théo n'avait pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Il l'avait laissée poser sur la table basse de son salon, entre un dossier de fusion-acquisition et un verre à moitié vide de scotch tourbé. Le papier ivoire brillait sous la lumière tamisée comme une provocation silencieuse. Il savait. Dès l'instant où il avait reconnu l'écriture, une tension sourde avait envahi son corps. Claire. Elle n'était plus une pensée lointaine, ni une douleur camouflée par le temps. Elle était redevenue une présence, immobile, glaciale, réelle. 3 heures plus tard, lorsqu'il se décida enfin à briser le seau de cire, ses doigts tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Une colère contenue, un vertige d'émotions contradictoires. À l'intérieur, tout était parfait. Papier épais, dorure délicate, typographie ancienne. Claire Dubois et Armand Valois ont le plaisir de vous convier à leur union. Voilà donc le nom. Armand Valois, un banquier d'affaires, figure montante d'une dynastie financière installée entre Neuilly-sur-Seine et Genève. Le type d'homme que les parents de Claire auraient choisi. Le type de mariage qu'ils auraient toujours voulu pour elle. Dans un château du Bordelais, avec fontaines illuminées, dîners d'apparat et l'élite parisienne en grande tenue. Théo relut l'invitation plusieurs fois, pas pour en comprendre le contenu, mais pour intégrer l'absurde. Elle se mariait. Elle l'avait quitté sans fracas, sans dispute, sans cri, seulement pour mieux se fondre dans le moule bourgeois qu'elle avait pourtant toujours dit mépriser. Il sentit un goût amer envahir sa gorge. Ce n'était pas une simple trahison, c'était un reniement de ce qu'ils avaient été, de ce qu'elle avait dit vouloir être. La nuit passa sans qu'il puisse fermer l'œil. Il déambulait dans son appartement comme un fantôme en colère. Il pensait aux mots qu'elle lui avait dits, à la sincérité dans ses yeux, à la douceur avec laquelle elle avait construit des projets à deux. Et maintenant, une cérémonie devant des familles qui n'avaient jamais toléré Théo. Une mascarade de luxe, exactement ce qu'ils avaient juré d'éviter ensemble. Le contraste entre ce qu'ils avaient vécu et ce qu'elle s'apprêtait à vivre lui était insupportable. C'est au petit matin, entre 2 éclairs de douleur, qu'une idée lui traversa l'esprit. Une idée absurde, presque puérile, mais étrangement libératrice. Il y assisterait. Oui, il irait à ce mariage. Et il ne viendrait pas seul. Il viendrait avec quelqu'un qui ferait trembler les fondations de cette petite société bien pensante. Quelqu'un qui ne correspondrait à aucun de leurs codes, qui incarnerait tout ce qu'ils méprisaient, tout ce qu'ils refusaient d'accepter dans leur monde aseptisé. Mais il ne voulait pas une actrice excentrique ni une influenceuse provocante. Trop prévisible, trop banale. Il voulait surprendre, déranger, remettre en question leur jugement, leur morale, leur prétendue supériorité. Et peut-être, au fond, voulait-il aussi se rappeler qu'il n'était pas ce pantin poli que Claire avait quitté. Il voulait se redéfinir, même si c'était dans la provocation. Pendant plusieurs jours, il réfléchit à la manière de donner corps à cette idée. Il en parlait à personne, pas même à Marc, son bras droit le plus fidèle. Ce n'était pas une vengeance, se répétait-il. C'était un acte symbolique, une manière de reprendre le contrôle, de briser le cycle du silence et de la résignation. Il se surprenait à imaginer les visages choqués, les regards scandalisés, les chuchotements outrés. Il n'éprouvait aucune fierté à cette vision, mais une étrange forme de soulagement, comme si le scandale pouvait être un baume temporaire à sa blessure. Le souvenir d'un dîner mondain lui revint à l'esprit.
Une conversation superficielle avec des héritiers décadents, des rires forcés et une remarque méprisante sur les pauvres qui traînent dans les rues de Montmartre. Théo, ce soir-là, n'avait rien dit, mais ces mots l'avaient marqué. Leur hypocrisie, leur suffisance, leur manque total d'empathie. Il sut, à cet instant, qu'il voulait choisir une personne que ces gens-là ne pourraient jamais ignorer. Non pas par sa tenue, ni par son apparence, mais par ce qu'elle représenterait. Il se mit à arpenter les rues de Paris avec un regard neuf. Il observait les visages oubliés, les anonymes que l'on évite du regard. Il cherchait une étincelle, un contraste, une vérité. Ce fut dans ce processus qu'il comprit que son plan, aussi déraisonnable soit-il, n'était pas seulement dirigé contre Claire ou son futur mari. Il était dirigé contre un système tout entier. Une revanche personnelle, certes, mais aussi une provocation sociale. Et peut-être, il l'ignorait encore, une rencontre déterminante. Plus les jours passaient, plus la date du mariage approchait, plus son idée s'imposait. Il commença à s'éloigner de ses tâches habituelles, déléguant à ses équipes plus qu'il ne l'avait jamais fait. Il traînait dans des quartiers qu'il n'avait pas fréquentés depuis ses années d'étudiant. Il écoutait les récits de ceux qui n'avaient pas eu sa chance. Et dans cette quête floue, quelque chose en lui commença à changer. Lentement, subtilement. Ce n'était plus seulement une réaction de blessé. C'était devenu une quête d'authenticité. Il voulait que sa présence à ce mariage soit un manifeste. Il ne savait pas encore comment ni avec qui, mais il sentait que le vent tournait, et qu'au cœur de cette tempête intérieure, une rencontre inattendue l'attendait, prête à faire vaciller toutes ses certitudes. La nuit s'était abattue sur Paris, avec une lenteur humide, couvrant les toits de Montmartre d'un voile brillant. L'air sentait le métal et les feuilles mortes. Théo marchait sans but précis, les mains dans les poches de son long manteau en laine. Il avait quitté une réunion avec des investisseurs coréens 2 heures plus tôt, sans vraiment y avoir été présent. Il n'avait écouté que d'une oreille les projections financières, les analyses de marché, les perspectives d'expansion. Tout ce qu'il voyait en fermant les yeux, c'était l'enveloppe ivoire sur sa table basse et les lettres entrelacées des initiales de Claire et Armand. Montmartre n'était plus vraiment son quartier depuis des années, mais ce soir-là, il y revint comme on retourne sur une scène de crime. Le pavé irrégulier, les marches étroites, les volets clos, tout semblait murmurer des souvenirs enfouis. Il passa devant un café encore ouvert, ignora l'appel discret du vin chaud et continua jusqu'à un petit square désert. C'est là qu'il la vit. Assise sous le porche d'un immeuble ancien, adossée contre la pierre froide, une femme lisait. Pas un téléphone, pas une brochure. Un vrai livre, aux pages jaunies et à la couverture effritée. Elle le tenait avec un soin presque sacré. Elle ne mendiait pas. Elle ne faisait aucun geste. Elle lisait. Le visage à moitié caché par une écharpe en laine décolorée, les yeux concentrés, elle semblait complètement détachée du monde autour d'elle. Théo ralentit sans trop savoir pourquoi. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la dignité tranquille avec laquelle elle tenait ce livre, qui capturait son regard. Elle leva les yeux, un instant seulement. Mais ce bref échange le désarma. Ce n'était pas un regard de plainte ni de honte. C'était un regard droit, perçant, légèrement ironique, comme si elle savait exactement ce qu'il pensait. Et cela le dérangeait. Il n'avait pas l'habitude qu'on le regarde ainsi, sans admiration ni peur, sans envie ni flatterie. Il s'approcha lentement, s'arrêta à quelques pas. Elle referma le livre d'un geste lent et le posa sur ses genoux. Silence. Puis il parla, plus pour briser la tension que par réelle intention. « Vous l'avez déjà lu plusieurs fois, celui-là » Elle haussa un sourcil, sans sourire. « 3 fois. Mais ce soir, il me dit quelque chose de différent. » Théo regarda la couverture. « Les Misérables. » « Bien sûr. » Il hocha la tête. « C'est un livre qui parle à ceux qu'on oublie. » Elle pencha légèrement la tête, l'air sceptique. « Et vous vous sentez oublié, monsieur Costume sur mesure ?» Il aurait dû partir. Se vexer, rire. Faire une remarque cinglante. Mais au lieu de cela, il sourit. Un vrai sourire, rare et fragile. Pas oublié. Juste invisible. Parfois. Elle le fixa intriguée. Il y avait dans sa voix une nuance d'honnêteté qu'elle ne s'attendait pas à trouver chez un homme habillé comme lui, avec une montre qui valait plusieurs mois de loyer. « Vous voulez m'aider » demanda-t-elle, soudain. « Peut-être. »« Alors ne le faites pas.
Je ne suis pas un projet social, ni un cas de conscience. » Il resta silencieux. Elle reprit. « Si vous cherchez à vous racheter de quelque chose, faites-le ailleurs. Ici, je lis. C'est tout ce qu'il me reste. » Son ton n'était pas agressif. Il était clair, déterminé, presque calme, et cela le troubla plus encore. Il n'avait rien dit d'offensant, mais elle avait deviné son intention, ou du moins ce qu'elle croyait en percevoir. Il fit un pas en arrière, mais resta là. « Je ne suis pas venu vous sauver, » dit-il enfin. « Je suis venu parce que j'ai eu envie de vous parler, sans agenda, juste comme ça. » Elle le scruta, cherchant une faille. Puis, après un long silence, « Très bien. Vous pouvez rester 10 minutes, mais pas plus. » Il s'assit sur le bord d'un banc, à bonne distance. Le froid s'insinuait dans ses os, mais il n'en avait cure. Il se sentait étrangement apaisé. « Élise. Mon prénom, si vous comptez mes pieds tous les soirs, autant que vous sachiez. » Il hocha la tête. « Théo. Évidemment, vous avez une tête à vous appeler Théo. Ou Raphaël. » Il rit, pour de bon cette fois. Elle replongea dans son livre, mais ses yeux glissaient parfois vers lui. La curiosité était réciproque. Il voulait savoir pourquoi elle était là. Pourquoi elle lisait plutôt que de tendre la main. Pourquoi elle le traitait comme un homme ordinaire et non comme un phénomène de foire. Au bout de 10 minutes, elle referma le livre. « Il est l'heure pour moi de retrouver mes murs invisibles. Bonne nuit, Théo. » Il se leva. « Est-ce que je peux revenir ? Si c'est pour parler, peut-être. Si c'est pour observer, non. » Et elle disparut dans la nuit, laissant derrière elle un sillage d'interrogations. Il rentra chez lui en silence, mais avec une sensation étrange, comme si quelque chose avait bougé en lui. Elle n'était ni belle au sens classique, ni douce ni avenante, mais elle était réelle, brute, vivante, et cela dans le monde où il évoluait était devenu rare. Le lendemain, il retourna à Montmartre. Même heure, même lieu. Elle était là, même livre, même regard. Il s'assit avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Cette fois, elle sourit, faiblement. Mais il le vit. Un fragment de glace venait de fondre. Le troisième soir, Théo ne vint pas les mains vides. Il avait apporté 2 cafés fumants dans des gobelets en carton, un pour elle et un pour lui. Quand il arriva, Élise était là, comme les nuits précédentes, assise sur la même marche, son livre sur les genoux. Elle leva les yeux vers lui, et cette fois elle ne dit rien. Elle l'observa approcher, poser le café à côté d'elle avec prudence, puis s'asseoir sur le banc de pierre. « J'ai pensé que vous aimeriez quelque chose de chaud, » dit-il sans détour. « J'ai dit que je n'étais pas un projet de charité. Je sais, ce n'est pas de la charité, c'est du café. Et il est mauvais, je te préviens. » Elle hésita. Puis, lentement, elle prit le gobelet, le porta à ses lèvres et but une gorgée. Elle fit une grimace légère. « Vous ne mentiez pas. Il est infect. » Il rit, et elle baissa les yeux sur son livre. Le silence s'installa plus léger qu'avant. Une complicité discrète flottait dans l'air. Théo la regardait sans insister, fasciné par les contrastes de cette femme qui vivait dehors, mais parlait avec la précision d'une intellectuelle. Elle ne cherchait ni à séduire, ni à convaincre. Et peut-être était-ce justement cela qui le troublait. Il se demanda à quel moment exact il avait décidé de lui parler de son idée, peut-être dès le premier soir, peut-être dès l'instant où elle avait levé les yeux vers lui avec cette lucidité tranchante. Mais ce fut seulement ce soir-là, sous le halo tremblant d'un lampadaire, qu'il trouva le courage de poser les mots. « J'ai une question à te poser, et je sais que ça va te sembler étrange. » Elle ferma son livre lentement, comme pour signifier qu'elle l'écoutait vraiment. « Je t'écoute, Théo. » Il inspira profondément. « Je suis invité à un mariage. C'est, disons, un événement mondain. Des gens riches, des sourires figés, des conversations creuses. Ça donne envie. C'est celui de mon ex-fiancé. Elle m'a quitté peu avant notre propre mariage. Et maintenant, elle épouse un banquier dans un château. Ce sera une parade de convenance, et je veux y aller. »« Pourquoi faire ?» lui coupa-t-elle Élise d'une voix calme mais ferme. « Au départ, pour provoquer, pour déranger, pour montrer que je ne suis pas abattue. Je voulais venir avec quelqu'un qui ferait tâche dans leur monde parfait, quelqu'un qui ne leur ressemble pas, quelqu'un comme toi. » Le silence se fit brutal. Elle ne détourna pas les yeux, pas une seconde. Elle le fixait, impassible, le dos droit, les doigts
posée sur la couverture du livre. Alors tu voulais m'utiliser comme accessoire, comme provocation sociale, comme une punition symbolique à ton humiliation. Il sentit la morsure de ses mots. Il savait qu'elle avait raison. Il baissa les yeux un instant, puis releva le regard. C'est ce que je voulais, au début. Mais depuis que je te parle, que je t'écoute, je me rends compte que ce serait injuste. Tu n'es pas une caricature. Tu n'es pas un symbole. Tu es une femme brillante, entière, et tu n'as pas besoin de moi pour exister. Mais malgré tout, je veux t'inviter à ce mariage. Pas pour te montrer, pour te connaître encore mieux, pour ne pas être seul, pour défier cette solitude déguisée qu'ils appellent succès. Elle le regardait toujours, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une fissure dans l'hostilité, une faille dans la méfiance. Tu veux que j'endosse le rôle d'invité alors que je dors dehors et que je n'ai même pas de quoi acheter une paire de chaussures décentes? Je peux t'aider avec ça, répondit-il avec douceur. Pas comme un mécène, comme quelqu'un qui te respecte. Et je ne te demande pas de jouer un rôle. Je veux que tu viennes comme toi-même. C'est facile à dire quand on vit dans un penthouse et qu'on peut se payer des silences. Il hocha la tête. Je ne te le demande pas pour moi, pas seulement. Je crois que tu pourrais aussi avoir quelque chose à y gagner. Un moment de lumière. Pas comme une vitrine, comme une reprise de souffle. Une façon de te rappeler que tu existes, même aux yeux de ceux qui ne te regardent jamais. Elle détourna enfin le regard, posa le livre à côté d'elle et croisa les bras. Tu veux savoir ce que j'étais avant de devenir invisible? J'étais professeur de lettres, dans un lycée public. J'enseignais Victor Hugo, Molière, Rimbaud. Je croyais en l'école républicaine, en l'égalité des chances. Mon compagnon est mort d'un cancer en 6 mois. Je me suis effondré. J'ai perdu mon logement. J'ai tenu 1 an dans des hébergements provisoires, puis plus rien. La rue, et maintenant je suis un fantôme qui lit pour ne pas devenir folle. Théo ne bougea pas, il encaissa. Il sentit son cœur battre plus fort. Non de pitié, mais d'admiration. Cette femme face à lui n'était pas une victime. C'était une survivante, une force dissimulée sous des couches de silence. Je ne veux pas que tu viennes pour me rendre service. Je veux que tu viennes, parce que tu as ta place, Élise. Parce que leur monde n'est pas plus légitime que le tien. Et parce que, pour une fois, ce serait bien que ce soit toi qui dérange leur ordre établi. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Tu n'as pas peur que je les embarrasse? J'espère que tu le feras. Un sourire, cette fois, minuscule. Mais il était là. Elle prit une gorgée de son café froid. Très bien, dit-elle enfin. J'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Tu vas me fréquenter jusqu'au mariage, me connaître, m'écouter, me voir vraiment. Pas seulement ce que tu veux voir. Il se redressa, sincèrement surpris. Marchez, conclut, et je choisirai ma robe, évidemment. Elle reprit son livre et le rouvrit à la page où elle s'était arrêtée. À demain, Théo. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa proposition n'avait pas été une fuite, mais peut-être le début d'autre chose. Dès le lendemain matin, Théo réorganisa son emploi du temps. Pour la première fois depuis des années, il déclina un déjeuner avec un ministre en visite, annula une réunion stratégique avec son directeur financier et repoussa un voyage éclair à Zurich. Il avait donné sa parole à Élise. Il allait l'honorer, sans délai. Et cela ne ressemblait en rien à une distraction passagère. Il ne cherchait ni un divertissement, ni une expérience à raconter lors d'un dîner bourgeois. Il voulait la comprendre, réellement. Ils commencèrent à se retrouver en journée, dans des cafés discrets, souvent en terrasse, parfois dans des bibliothèques. Élise choisissait les lieux et Théo s'y rendait sans discuter. Elle tenait à garder le contrôle. Il respectait cela. Elle détestait les gestes brusques de générosité, les propositions qui frôlèrent la pitié. Elle refusait que leur relation, même provisoire, repose sur un déséquilibre de pouvoir. C'était sa condition, et Théo en saisit vite l'importance. Un mardi, ils passèrent 2 heures au sein de la médiathèque Françoise Sagan. Théo découvrit Élise dans un autre décor que celui de la rue. Elle déambulait entre les rayonnages avec une aisance tranquille, caressant les reliures comme s'il s'agissait d'amis de longue date. Elle lui parlait de ses lectures d'adolescente, de ses cours préférés à l'université, de ses élèves à l'époque où elle enseignait encore. Il l'écoutait,
fasciné par cette voix pleine de passion contenue, par ce regard qui s'illuminait dès qu'elle prononçait les noms de Rousseau, de Flaubert ou de Marguerite Duras. Elle ne parlait jamais d'elle en victime. Chaque souvenir, même douloureux, était raconté avec une pudeur presque stoïque. Théo, de son côté, se laissait désarmer. Il ne jouait plus aucun rôle. Il ne cherchait pas à séduire ni à impressionner. Il racontait sa propre ascension, ses erreurs, sa solitude, ses doutes. Il confessait à demi-mot ce qu'il avait perdu en devenant riche, ce qu'il n'avait jamais vraiment trouvé malgré le succès. Elle l'écoutait sans le juger. Parfois, elle le provoquait un peu pour l'obliger à creuser plus loin. Mais jamais elle ne cherchait à le rabaisser. Il n'avait pas connu cela depuis longtemps, une relation qui ne soit ni intéressée ni empreinte d'arrière-pensée. Ils commencèrent à rire ensemble, parfois pour des choses insignifiantes, un mot mal prononcé, un souvenir d'enfance. Ces instants de légèreté les surprenaient eux-mêmes. Élise, surtout, semblait retrouver des réflexes oubliés. Elle riait avec les yeux, comme quelqu'un qui ne pensait plus en être capable. Théo en prenait note sans jamais le dire. Il comprenait que chaque éclat de rire était une victoire silencieuse. Peu à peu, une habitude s'installa. Ils se voyaient presque tous les jours. Il la rejoignait après son passage au centre d'accueil de jour. Parfois la surprenait avec un livre qu'elle n'avait pas lu depuis longtemps. Parfois simplement avec du silence et une oreille attentive. Elle, en retour, commença à accepter, de se laisser voir autrement. Elle accepta d'aller chez un coiffeur modeste à Belleville. Elle accepta de regarder, sans obligation, quelques robes dans une petite boutique de seconde main. Elle accepta aussi, un soir, de dîner avec lui dans un bistrot qu'elle aimait autrefois, pas loin du canal Saint-Martin. Ce soir-là, entre un gratin de légumes et une crème brûlée qu'elle jugea moyenne mais honnête, Théo la regarda longuement. Pas comme on observe une énigme ou une provocation, mais comme on contemple un mystère qu'on n'a plus envie de résoudre. Il se dit qu'elle avait plus de dignité dans ses silences que bien des femmes puissantes qu'il avait croisées dans sa carrière. Il ne chercha pas à la toucher, il ne dit rien de déplacé, mais quelque chose passa entre eux, une tension douce, irrépressible. Il rentra chez lui cette nuit-là sans chercher à comprendre. Il ne voulait pas nommer ce qu'il ressentait, pas encore. Ce qu'il savait, c'est qu'elle occupait ses pensées, et pas seulement parce qu'elle allait l'accompagner au mariage. C'était plus profond, plus intime, une admiration en train de naître, une attraction étrange, fondée sur la vérité brute, sur la transparence, sur l'absurde beauté d'un rapprochement improbable. Le surlendemain, Élise l'attendait à leur point de rendez-vous habituel, sur un banc dans le square Léon. Elle portait une robe noire sobre, achetée avec son propre argent, grâce à une aide temporaire qu'elle avait refusé de laisser Théo financer. Il la trouva magnifique, pas dans un sens classique, mais dans ce qu'elle représentait. Une femme qui se relevait sans renier ses blessures, une femme qui décidait de se présenter au monde sans honte. « Tu es prête ?» demanda-t-il simplement. « Pas encore, répondit-elle, mais je crois que je m'en approche. » Il hocha la tête, il ne chercha pas à la presser, il sentait que chaque jour les rapprochait, que la distance initiale se réduisait. Il ne savait pas ce que cela signifiait pour la suite, mais il savait que quelque chose de réel était en train de se construire entre eux, et que plus le mariage approchait, moins il pensait à Claire, moins il voulait choquer, plus il voulait être vu avec Élise pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle représentait. Le jour du mariage arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Un matin pâle, le ciel chargé de nuages, comme si même la météo hésitait à se joindre à la célébration. Théo s'était levé tôt. Il avait tenté de se concentrer sur des tâches simples, vérifier ses messages, ranger des dossiers sur son bureau, faire une valise avec 2 chemises et un costume. Rien ne le distrayait vraiment. Il pensait à Élise, à sa décision de venir, à la manière dont elle allait être perçue par ce monde qu'il connaissait trop bien. Un monde de convenance, de regards mesurés, de sourires en coin et de jugements silencieux. Ils avaient convenu de se retrouver à la gare Montparnasse. Le train pour Bordeaux partait à 9h25. Lorsqu'il arriva, elle était déjà là, debout, une valise modeste à ses pieds, habillée d'une robe bleu nuit qu'il ne lui connaissait pas, simple mais d'une élégance rare. Son manteau beige clair flottait légèrement dans le courant d'air du quai. Ses cheveux étaient attachés avec soin, son regard était calme. Elle ne semblait ni nerveuse ni intimidée, seulement présente, entière.
il sentit un frisson d'admiration. Elle était venue non pas comme un geste envers lui, mais comme une décision propre, affirmée. « Bonjour », dit-elle simplement. « Tu es magnifique », répondit-il sans réfléchir. Elle ne rougit pas. Elle sourit à peine, puis prit sa valise et monta dans le train. Ils s'installèrent en silence. Le voyage se fit dans un calme serein. Théo regardait par la fenêtre, mais ses pensées étaient ailleurs. Il se demandait ce que Claire penserait, ce que les invités diraient. Il se surprenait à ne plus avoir envie de les choquer, seulement de rester près d'Élise. Il ne voulait pas qu'elle souffre, pas à cause de lui. L'arrivée à Bordeaux fut rapide. Un chauffeur les attendait. La voiture glissa sur des routes de campagne, à travers des vignes aux feuilles dorées. Le château du Breuil, un édifice du XVIIIe siècle restauré à la perfection, se dressait au bout d'une allée bordée de cyprès. Déjà, des invités élégamment vêtus descendèrent de voitures de luxe, s'échangeaient des bises mesurées, des commentaires feutrés sur la météo, le vin et les derniers scandales politiques. Dès leur sortie de voiture, les regards se tournèrent vers eux. Théo le sentit immédiatement. Les conversations ralentirent, certains sourcils se haussèrent, quelques rires nerveux fusèrent. Élise, elle, gardait la tête droite. Elle avançait avec une grâce tranquille, le pas mesuré, le regard franc. Théo, à ses côtés, se sentit protégé. Pas par elle directement, mais par sa force silencieuse. Elle ne jouait aucun rôle. Elle n'essayait pas de s'intégrer. Elle existait simplement et cela suffisait à troubler l'ordre établi. Un serveur s'approcha avec 2 coupes de champagne. Élise en prit une, remercia poliment. Théo l'imita. Puis ils entrèrent dans le hall du château, où les lustres de cristal diffusaient une lumière dorée sur les marbres blancs et les colonnes sculptées. Des visages familiers s'avancèrent vers Théo, anciens associés, connaissances du monde des affaires, quelques cousins de Claire qu'il reconnaissait à peine. Tous saluaient avec cette fausse chaleur que les riches avaient perfectionnée depuis des générations. Personne ne posait de questions directes, mais les regards disaient tout. Qui est-elle? D'où sort-elle? Pourquoi est-elle là? Élise, elle, restait imperturbable. Elle écoutait, répondait brièvement, observait. Théo la regardait par moments, fasciné par cette capacité à naviguer un environnement si hostile sans perdre son aplomb. Même son silence semblait contenir plus de sens que les longs discours de ceux qui les entouraient. Et puis Claire apparut. Elle descendit les escaliers avec lenteur, entourée de 2 femmes aux robes pastel. Elle portait une robe ivoire, à la coupe classique, très éloignée de celle qu'elle avait choisie un an auparavant. Son regard balaya la salle, puis s'arrêta net. Théo et Élise à son bras. Une fraction de seconde, les traits de Claire se figèrent. Puis, elle reprit son sourire, s'approcha lentement. Les invités se dispersèrent, laissant un vide entre les 2 femmes. « Théo, dit-elle avec une voix posée, presque glacée, je ne pensais pas que tu viendrais. Tu m'as invité, Claire, et je suis venue. » Elle tourna alors la tête vers Élise, l'évalua de haut en bas. Il n'y avait ni agressivité, ni mépris dans son regard, seulement une curiosité acérée, comme si elle cherchait à comprendre ce que cette femme représentait. « Vous êtes Élise, répondit-elle, une amie de Théo. » Claire inclina légèrement la tête. Charmant. Le mot « poli » sonnait comme une gifle camouflée, mais Élise ne se laissa pas déstabiliser. « Merci, vous êtes ravissante. Claire, cette robe vous va mieux que celle de l'an dernier. » Un silence glacé tomba. Théo sentit une tension monter, mais Claire ne réagit pas. Elle sourit simplement, plus tendue qu'avant, et s'éloigna, sans ajouter un mot. « C'était risqué, souffla Théo. Elle devait savoir que je suis là pour moi aussi, pas pour toi, ni contre elle. » Théo hocha la tête. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait présent, vivant. Non comme un homme blessé venu se venger, mais comme un homme accompagné par une femme que nul n'aurait pu prévoir. Et plus il observait Élise, plus il se disait que tout cela n'était peut-être pas une mise en scène. Que ce mariage, finalement, pourrait bien marquer le début de quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. Le soleil s'était un peu levé dans le ciel bordelais, projetant sur les façades du château du Breuil une lumière douce mais trompeuse. Les invités, désormais tous arrivés, circulaient entre les jardins et les salons ornés de tapisseries. Le vin coulait en abondance. Les petits fours étaient servis avec une précision chorégraphiée, et les discussions battèrent leur plein sur des sujets aussi divers que l'art contemporain,
les crypto-monnaies et les dernières élections. Mais un sujet revenait en sourdine, sous forme de murmures étouffés. La compagne de Théo Lambert. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Certains parlaient d'une ancienne actrice ayant sombré dans l'oubli, d'autres d'une artiste excentrique ou d'une militante provocatrice. Peu de ces hypothèses effleuraient la vérité. Et Élise, de son côté, n'avait pas l'intention de se justifier. Théo, toujours à ses côtés, percevait les regards, les sourires dissimulés, les interrogations voilées par des politesses de façade. Mais ce qui le préoccupait vraiment, ce n'était plus l'effet qu'ils produisaient ensemble. C'était elle. Il observait sa manière de se mouvoir, de répondre sans jamais s'énerver, d'analyser chaque mot prononcé autour d'elle avec une lucidité presque académique. Il se demandait comment elle faisait pour garder autant de calme, de maîtrise, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle dérangeait, qu'elle incarnait tout ce que ce milieu rejetait instinctivement. Claire, elle, ne pouvait détourner les yeux bien longtemps. Chaque fois qu'elle croisait le regard d'Élise, son sourire vacillait légèrement. Elle tentait pourtant de se concentrer sur ses invités, sur son futur mari Armand, un homme grand, aux traits élégants, manifestement cultivé mais réservé, sur le protocole méticuleusement orchestré par sa mère. Mais rien n'y faisait. Quelque chose en Élise la dérangeait profondément. Peut-être parce qu'elle ne comprenait pas comment une femme visiblement étrangère à leur monde pouvait tenir tête ainsi, sans arrogance, mais sans se plier non plus. Ce fut, après la cérémonie civile, organisée en plein air sous une tonnelle fleurie, que les choses prirent une tournure plus directe. Les invités s'étaient dispersés dans les jardins pour l'apéritif. Claire approcha du buffet, vêtue de sa seconde robe, plus légère, au style champêtre mais coûteux. Elle aperçut Élise seule, en train de contempler un arbre ancien, dont les racines émergeaient comme les doigts d'un géant endormi. Sans un mot, elle s'approcha, un verre à la main. « Vous aimez les vieux arbres, on dirait. » Élise se tourna vers elle, calmement. « Il me rappelle ce qui dure malgré les tempêtes. » Claire sourit, mais ses yeux restaient durs. « Vous êtes très poétique. Ce n'est pas commun par ici. Peut-être que ce lieu a besoin d'un peu de poésie. » Un silence tendu s'installa. Claire prit une gorgée de vin, puis s'appuya contre le tronc d'un figuier. « Je suppose que Théo ne vous a pas raconté toute notre histoire. Il m'a dit ce que je devais savoir. Le reste ne regarde que vous deux. Et pourtant, vous êtes ici, dans mon mariage, comme une pièce qu'on pose sur un échiquier. » Élise se tourna complètement vers elle. Pas un pli de sa robe ne bougeait. Elle semblait ancrée, stable, là où Claire apparaissait légèrement, nerveuse malgré son apparente maîtrise. « Je ne suis le pion de personne, et certainement pas un instrument de vengeance. Si je suis ici, c'est parce que j'ai choisi d'y être. Pas pour provoquer, mais pour accompagner un homme que vous avez blessé. Un homme qui, malgré cette blessure, a encore assez de respect pour ne pas vous haïr. » Claire parut légèrement déstabilisée. Elle détourna le regard un instant, puis reprit sur un ton plus acide. « Vous avez un certain talent pour retourner les situations à votre avantage. On sent l'ancienne professeure. » Élise sourit doucement. « Il n'y a pas de honte à être enseignante. Mais il y en a peut-être à oublier que certains savent encore écouter. » Claire serra les doigts autour de son verre. Elle n'était pas habituée à se sentir inférieure, ni même mise à mal sur le plan verbal. Elle avait toujours dominé les échanges par son assurance, par sa culture bien huilée, par son statut. Mais Élise n'était pas impressionnée. Elle ne jouait pas selon les mêmes règles. Et vous croyez vraiment qu'un monde comme celui-ci peut vous accepter? Vous croyez qu'il suffit de mettre une robe correcte et de sourire pour appartenir? Je ne cherche pas à appartenir. J'existe. C'est suffisant. Et si ce monde ne peut pas tolérer qu'une femme debout, sans fortune, sans nom, sans influence, ait le droit d'être ici, alors c'est ce monde qu'il faut questionner. » Les mots tombèrent comme des pierres polies, nets, définitifs. Claire s'éloigna sans répondre, non pas par dédain, mais parce qu'elle savait qu'elle venait de perdre quelque chose. Pas Théos, elle l'avait déjà perdu avant même de le quitter, mais la certitude que personne ne viendrait troubler le miroir parfait de son ascension. Théo, qui avait suivi la scène de loin, ne put s'empêcher d'admirer Élise encore davantage. Il s'approcha d'elle, posa une main légère sur son bras. « Ça va ?»« Parfaitement. Ce monde est plus fragile que je ne le pensais. » Il rit doucement. « Et toi, tu es bien plus forte que ce que je croyais. » Ils restèrent là un moment,
à observer les autres invités reprendre leur conversation, leur jeu de façade. Et dans ce théâtre figé, Élise brillait d'une lumière que nul ne pouvait vraiment comprendre, sauf lui. La lumière commençait à décliner dans les jardins du château du Breuil. Les conversations se faisaient plus calmes, plus feutrées, tandis que les musiciens installés sous la véranda jouaient un air lent, presque nostalgique. Les invités, repus de vin et de flatterie, déambulaient entre les lanternes accrochées aux branches et les tables disposées en cercle autour de la piste de danse. Les serveurs circulaient avec discrétion, remplissant les verres, échangeant quelques sourires professionnels. C'était cette heure suspendue, entre la lumière du jour et l'obscurité totale, où tout semblait plus fragile, plus vrai. Théo s'était éloigné avec Élise. Après l'échange tendu entre elle et Claire, il avait senti le besoin de s'extraire de l'agitation, de trouver un endroit où il pourrait respirer sans être observé, sans devoir jouer un rôle, même passager. Ils avaient contourné la façade principale du château, longé les écuries rénovées et atteint un petit sentier bordé de buissons fleuris, à peine éclairé par la lueur tremblante des lampions. Loin des murmures, des regards et des apparences. Ils marchaient côte à côte, en silence. Chaque pas semblait peser un peu plus que le précédent, chargé de non-dits, de questions suspendues, de sensations neuves qu'aucun des deux ne voulait nommer. Théo, d'ordinaire si prompt à remplir les silences, n'osait cette fois rien dire. Il avait peur que le moindre mot brise ce fragile équilibre entre eux, cette tension douce mais puissante qu'il sentait croître depuis des jours. Élise s'arrêta la première. Elle se tourna vers lui sans sourire, les mains croisées devant elle. Son visage était éclairé par une lumière diffuse, ses traits détendus, mais son regard profondément sérieux. Elle semblait vouloir parler mais hésitait. Il le vit, il le sentit. Et sans réfléchir davantage, il fit un pas en avant. Il l'embrassa. Ce ne fut ni long ni passionné. Ce ne fut pas un baiser volé ni imposé. C'était un geste soudain, instinctif, chargé de tout ce qu'il n'avait pas su dire depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Ses lèvres trouvèrent les siennes, avec une douceur presque timide. Et pendant cette brève seconde, tout sembla se suspendre, la douleur, le passé, les masques. Il n'y avait plus de château, plus de mariage, plus de plan. Juste eux. Mais presque aussitôt, Élise se recula. Lentement, sans brutalité, mais fermement. Elle baissa les yeux, puis releva la tête pour le regarder droit dans les siens. « Non », murmura-t-elle. « Pas comme ça. » Il resta figé, pris entre l'élan qu'il venait de suivre et la réalité qu'elle lui opposait. Il voulut parler, mais elle le devança. « Tu es perdu, Théo. Tu crois que ce que tu ressens est clair, mais tu ne sais même pas ce que tu cherches vraiment. Je ne veux pas être un pansement. Je ne veux pas être la femme qui t'aide à oublier une autre. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas ça, ce n'est plus ça, Élise, je te le jure. Au début, oui, peut-être. Mais maintenant, je ne peux pas passer une journée sans penser à toi, sans vouloir te voir, t'écouter et te protéger. » Elle eut un sourire triste. « C'est beau, et c'est peut-être vrai. Mais tu dois comprendre une chose. Je ne suis pas une histoire de revanche. Je ne suis pas une parenthèse. Et je refuse de me perdre dans une relation qui commence dans le flou, dans la confusion, dans l'ombre d'un autre amour. » Théo avança d'un pas, tendit la main, hésita, puis la laissa retomber. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Rien pour l'instant. Sois sincère avec toi-même. Pose-toi les bonnes questions. Et quand tu sauras avec certitude que ce n'est pas clair que tu veux, que ce n'est pas l'orgueil qui parle, alors peut-être je t'écouterai à nouveau. » Elle s'éloigna doucement, sans attendre de réponse. Il ne la retint pas. Il la regarda partir, silhouette fine dans la lumière décroissante, et sentit un poids nouveau s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas une défaite, c'était un réveil, un rappel brutal que les sentiments ne suffisent pas toujours, que la sincérité doit se prouver dans le temps, dans le silence, dans l'absence aussi. Il resta seul un moment, immobile, les mains dans les poches, le regard perdu dans l'obscurité. Les sons de la fête lui parvenaient à par bribes, comme s'il venait d'un monde lointain. Il aurait pu retourner là-bas, faire comme si de rien n'était, sourire, boire, jouer le jeu. Mais il n'en avait pas la force. Tout ce qu'il voulait, c'était comprendre. Comprendre comment une femme comme Élise, sans richesse ni influence, avait réussi à faire trembler les fondations de sa vie bien plus que Claire ne l'avait jamais fait. Quand il retourna enfin au château, la nuit était tombée. Élise n'était plus dans les jardins. Il la chercha des yeux, ne la trouva pas.
Il ne demanda rien à personne. Il savait qu'elle avait besoin d'espace. Et au fond, il savait aussi que ce baiser, s'il avait fait naître un trouble, n'était pas une fin. C'était une frontière, et qu'il appartenait à lui seul de prouver désormais de quel côté il voulait vraiment exister. Le dîner de réception battait, son plein dans la grande salle du château. Les lustres suspendus jetaient une lumière chaude sur les nappes immaculées, les verres en cristal, les couverts d'argent parfaitement alignés. Les invités riaient, échangeaient des anecdotes, levaient leurs coupes dans un ballet de gestes, mesurés et polis. Une chorégraphie sociale bien rodée, où chaque regard, chaque intonation, chaque silence était calibré pour maintenir l'illusion d'un monde immuable. Théo, installé à une table centrale non loin de celle des mariés, n'avait pas touché à son assiette. Il jetait parfois des regards furtifs vers la table d'Élise, placée à une certaine distance, comme pour signifier poliment qu'elle n'était pas du même cercle. Elle y était assise entre un notaire à la retraite et une femme au chapeau, rigide, manifestement mal à l'aise avec sa présence. Pourtant, Élise tenait tête, droite, silencieuse. Observant plus qu'elle ne participait, elle donnait l'impression de flotter au-dessus de cette scène, comme un personnage venu d'un autre récit. Claire et Armand trônaient à leur table d'honneur, l'un rayonnant, d'une sérénité de façade, l'autre parlant plus qu'il n'écoutait. Théo les observait avec une distance nouvelle. Il ne ressentait plus de colère, plus de regret. Il se sentait simplement étranger à ce monde auquel il avait cru appartenir. Et c'était peut-être cela qui l'inquiétait le plus, cette perte d'ancrage, cette sensation de flottement, à la fin du plat principal, alors que le vin était resservi et que les conversations s'étaient installées dans une langueur agréable. La mère de Claire se leva. Elle tapa légèrement sa coupe avec une petite cuillère, appelant l'attention générale. Une annonce allait être faite. « Chers amis, » dit-elle avec son sourire figé, « nous aimerions clore ce dîner par un moment spécial. Une tradition dans notre famille. Offrir la parole à quelqu'un qui n'est pas du cercle intime, mais dont la présence ce soir mérite notre attention. » Elle jeta un regard discret vers Élise, puis poursuivit. « Nous avons été touchés ces derniers jours par une histoire particulière. Une rencontre, un geste, une ouverture. Élise Moreau, si vous le souhaitez, nous serions honorés que vous preniez la parole. » Un murmure parcourut la salle. Certains se regardèrent, perplexes. D'autres échangèrent des sourires sceptiques. Élise, elle, resta immobile un instant, surprise, puis se leva lentement. Son regard croisa brièvement celui de Théo. Il hocha légèrement la tête, pas pour l'encourager, pour lui dire qu'elle était libre. Totalement. Elle s'approcha du centre de la salle, ses pas légers, sur le parquet ciré. Le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle inspira lentement, puis parla, d'une voix calme et claire. « Je ne suis pas de ce monde, pas par choix mais par parcours. J'ai connu les bibliothèques avant de connaître les bancs de la rue. J'ai enseigné des textes magnifiques à des enfants qui ne savaient pas encore à quel point ils en auraient besoin pour se battre. J'ai aimé, j'ai perdu, et j'ai disparu. Pas physiquement, mais socialement. Un jour, les gens cessent de vous regarder. Vous devenez une ombre, et parfois, même une honte. Personne ne bougea, aucun couvert, netinta. Seuls les battements de cils, les souffles discrets, trahissaient l'attention absolue qu'elle imposait sans jamais élever la voix. Puis un homme s'est arrêté. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Il ne m'a pas offert de solution. Il a juste posé une question. Et j'ai répondu. Nous avons parlé, pas de mon passé, mais du présent, de ce que nous pouvions être malgré tout. Il m'a invité ici, pas pour choquer, pas pour provoquer, mais parce que parfois la beauté naît des écarts. Elle fit une pause. Son regard parcourut la salle. Il n'y avait ni larmes ni tremblement dans sa voix, juste une vérité nue, posée comme une évidence. Vous me voyez ce soir dans une robe simple, à une table à l'écart. Mais je suis debout, et je suis libre. J'ai refusé de disparaître. Et même si vous m'oubliez après cette soirée, sachez que j'existe. Que d'autres comme moi existent, des gens que vous croisez sans les voir. Des êtres entiers, pleins de mots, d'idées, d'amour. Nous sommes là, et parfois il suffit d'une main tendue, pas pour sauver, mais pour reconnaître. Elle inclina légèrement la tête, sans attendre d'applaudissements. Puis elle retourna s'asseoir.
Le silence persista encore quelques secondes, presque sacré. Puis, lentement, quelques applaudissements éclatèrent. Timides d'abord, puis plus assurés. La mère de Claire, les yeux brillants, tapa des mains la première. Puis le père de Claire se leva, le regard bas, et toute la salle suivit. Claire, elle, ne bougea pas. Son visage était impassible, figé dans une expression indéchiffrable. Théo, lui, sentit sa gorge se nouer. Il avait cru inviter Élise à jouer un rôle. Elle avait redéfini la scène entière, non pas en se conformant, mais en étant pleinement elle-même. Et à cet instant, il comprit qu'il ne pourrait plus jamais regarder cette femme comme avant. Elle n'était pas seulement celle qui l'avait accompagnée, elle était celle qui l'avait réveillée. La nuit s'était avancée lentement sur le domaine, enveloppant le château et ses jardins d'un silence presque théâtral, rompu seulement par les éclats de rire discrets, le tintement des verres et la musique douce qui s'échappait du salon de bal. Les mariés s'étaient éclipsés un instant, officiellement pour se changer, officieusement pour échapper à la tension que la déclaration d'Élise avait répandue dans l'air. Rien n'avait été ouvertement dit, et pourtant, chacun avait perçu que la soirée avait changé de ton. Ce n'était plus la simple célébration d'une union attendue entre deux héritiers bien nés. Quelque chose avait déraillé, subtilement, mais de manière irréversible. Théo, assis sur un muret au bord d'un petit bassin, regardait son reflet trembler dans l'eau. La voix d'Élise résonnait encore dans son esprit, mot pour mot. Il n'avait jamais imaginé qu'elle parlerait avec une telle force, ni qu'elle toucherait aussi profondément des gens si éloignés de sa réalité. Il n'avait rien contrôlé. Elle avait pris sa place, pleinement, sans demander la permission. Et cela, loin de l'effrayer, le fascinait. Claire le retrouva là, seul, vêtu de sa troisième tenue de la soirée, une robe fluide couleur ivoire cassée, plus sobre, presque mélancolique. Elle s'approcha lentement, comme on revient vers quelque chose qu'on a longtemps voulu oublier. « Tu ne danses pas ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Il releva les yeux vers elle. « J'écoute le silence. Il est plus honnête que beaucoup de nos conversations. » Elle esquissa un sourire amer, toujours aussi dramatique. « Et toi, toujours aussi en contrôle. » Elle s'assit à côté de lui à une certaine distance. Ils restèrent là un instant sans rien dire. Puis Claire reprit, plus doucement, « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Théo ne répondit pas tout de suite. Il observa les ombres des arbres se refléter sur l'eau, comme pour chercher une vérité dans leur instabilité. Puis il murmura « Je crois que oui, mais j'ai encore du mal à comprendre ce que ça signifie. » Claire soupira. « Ce n'est pas elle qui m'a blessé ce soir, ce n'est pas son discours. C'est ce que j'ai vu dans ton regard pendant qu'elle parlait. Tu étais ailleurs. Tu ne pensais plus à moi. Tu ne pensais plus à rien d'autre qu'à elle. » Il tourna la tête vers elle, surpris. « Pourquoi m'avoir invité, Claire ? Parce que j'avais besoin de vérifier que je t'avais vraiment perdu, que ce que j'ai décidé il y a 1 an était irréversible. » Elle marqua, une pause reprenant son souffle comme si chaque mot coûtait. « On m'a poussé à partir. Tu sais comment sont mes parents. Ton succès n'a jamais suffi à effacer ton origine. Ils m'ont fait peur, j'ai cédé, j'ai eu tort. Mais je ne veux pas revenir, je voulais juste comprendre. Fermer cette boucle. » Théo sentit une douleur sourde remonter en lui, mais différente de celle qu'il avait connue. Ce n'était plus une blessure vive, c'était une cicatrice qu'on effleure. Ce que tu dis, ça aurait peut-être changé quelque chose avant, mais maintenant, c'est trop tard. Pas parce que j'ai rencontré Élise, mais parce que, avec elle, je me suis rendu compte que je ne savais plus qui j'étais quand j'étais avec toi. « Elle t'a transformé », murmura Claire. « Non. Elle m'a réveillé. » Un silence. Puis Claire se leva, lissa les plis invisibles de sa robe. « Tu es plus vrai, Théo. Et même si ça me coûte de l'admettre, je suis heureuse pour toi. » Il se leva aussi, lentement, comme si la conversation l'avait vidé. « Et toi, tu es heureuse ?» Elle sourit, triste. « Je le serai peut-être, un jour. » Ils se regardèrent une dernière fois, sans rancune, sans amertume, juste avec cette reconnaissance muette que seuls partagent ceux qui ont vraiment aimé. Puis Claire s'éloigna, reprenant sa place dans le théâtre qu'elle avait choisi. Théo resta seul quelques minutes encore, puis il se mit en quête d'Élise. Il la trouva dans l'orangerie, assise sur un fauteuil ancien, seule, un livre sur les genoux, peut-être un vestige oublié de la bibliothèque du château. Il s'approcha sans bruit. Elle leva les yeux vers lui,
Il vit tout de suite qu'elle savait, qu'elle avait deviné l'échange avec Claire, qu'elle attendait sa décision. Mais elle ne dit rien. « Je lui ai dit la vérité », souffla-t-il. « Et toi, tu la connais, cette vérité ?» Il s'accroupit devant elle. « Je sais que je ne veux pas te perdre, pas parce que j'ai peur d'être seul, mais parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me regarde sans vouloir me changer. » Elle referma lentement le livre. « Tu m'as rencontré au plus bas, et pourtant tu n'as pas profité, tu as écouté, tu as partagé. Mais ce que je veux maintenant, c'est que tu regardes ce que tu ressens. Pas comme une réaction, comme une certitude. » Il prit une inspiration longue. « Je ne suis pas encore prêt à dire que je t'aime, Élise, mais je suis prêt à marcher vers ce sentiment, pas à pas. Et si tu veux bien, je ne veux plus faire semblant que tu n'es qu'une rencontre parmi d'autres. » Elle le regarda longuement, puis elle hocha doucement la tête. « Alors ne me demande pas de décider ce soir. Demain je partirai, pas parce que je te fuis, parce que j'ai besoin de retrouver qui je suis sans toi. Et si un jour nos chemins se recroisent, je veux que ce soit avec clarté, sans peur, sans doute. » Il ne répondit pas, il respectait, profondément. Ils restèrent là, en silence, sous les grandes vitres sombres de l'orangerie. Et dans ce silence, il n'y avait ni fin, ni promesse. Juste une vérité nue, difficile, mais belle. Le château s'était vidé progressivement, laissant derrière lui un silence étrange, presque oppressant. Les rires, la musique, les toasts solennels, tout s'était éteint, ne laissant que des traces éphémères sur les nappes froissées, les verres oubliés sur les rebords de fenêtres, les bouquets défraîchis sur les tables. Le personnel débarrassait en silence. Les dernières voitures des invités s'éloignaient en soulevant des nuages de poussière sur les chemins de gravier. Théo, dans sa chambre au 2e étage, regardait par la fenêtre sans vraiment voir ce qui se déroulait en contrebas. Il avait peu dormi, pas à cause de la fête, mais à cause de la clarté brutale qui l'avait frappé la veille. Quand il s'était réveillé, Élise n'était plus là. Son lit, dans la chambre d'amis qu'on lui avait attribuée, était le coussin soigneusement replacé. Rien ne trahissait son passage, sauf un petit papier plié en deux, posé sur le bureau. Il reconnut son écriture avant même de le toucher. Elle avait une manière d'écrire droite, précise, comme elle parlait, sans détour, sans fioriture. Il ouvrit le mot lentement, avec un mélange de hâte et de crainte. Il lut « Théo, je suis parti avant que le soleil se lève, non par lâcheté, mais par respect. Je veux que tu saches que ces jours avec toi ont été réels, intenses, précieux. Tu m'as regardé sans filtre, tu m'as écouté comme peu de gens l'ont fait. Mais ce que je ressens maintenant, c'est le besoin profond de me retrouver seul. Je veux aimer, mais pas à moitié. Je veux me donner, mais pas dans l'ombre d'un doute. Tu m'as offert une lumière, mais je dois d'abord apprendre à marcher dans la mienne. Si nos chemins doivent se recroiser, ce sera au moment juste, pas avant, Élise. » Il relut la lettre 3 fois, peut-être plus. Chaque mot entrait en lui avec la précision d'une lame. Non pour blesser, mais pour couper les illusions. Ce n'était pas une rupture, ce n'était pas un adieu dramatique. C'était une vérité nue, douloureuse, parce qu'incontestable. Elle avait raison. Lui, malgré sa sincérité, portait encore des fardeaux invisibles. Il n'était pas prêt, et elle l'avait vu. Le vide qu'elle laissait n'avait rien à voir avec celui que Claire avait creusé 1 an plus tôt. Claire avait rompu avec un coup sec, une décision soudaine. C'était une blessure d'orgueil, une humiliation sociale. Ce qu'Élise laissait derrière elle, c'était l'absence d'une rencontre vraie, interrompue non par trahison, mais par honnêteté. C'était 1000 fois plus dur à accepter. Théo passa la matinée enfermé dans la chambre, incapable de descendre. Il répondit à peine aux messages, ignora les appels de Marc et refusa même la proposition du majordome de lui apporter un petit déjeuner. Il se contenta de marcher de long en large, relisant la lettre comme un mantra, essayant de se convaincre que tout cela faisait partie d'un chemin, que ce n'était pas une fin. Mais son cœur, lui, ne voulait pas entendre ces mots. Il voulait la retrouver, lui parler, la retenir. Il quitta finalement le château en début d'après-midi, seul, valise à la main. Il demanda au chauffeur de le déposer à la gare, refusa toute escorte. Pendant le trajet, il se perdit dans le paysage, les vignes, les routes de campagne, les maisons de pierre. Il revoyait Élise dans chacune d'elles. Elle avait laissé une empreinte dans tout ce qu'il croisait, non pas par son absence, mais par ce qu'elle avait éveillé en lui.
Un autre regard, une autre manière d'être. Dans le train de retour, il ne lut pas, ne travailla pas. Il resta immobile, les bras croisés, les yeux dans le vide. Il revivait chaque conversation avec elle, chaque silence aussi. Les plus douloureux étaient ceux qui n'avaient rien tenté de masquer. Elle n'avait jamais cherché à séduire. Elle s'était montrée telle qu'elle était. Et c'était précisément cela qui le hantait, cette vérité, cette simplicité, qui manquait à tout le reste de sa vie. À Paris, il ne rentra pas chez lui. Il se dirigea vers Montmartre, comme par réflexe. Il repassa par le porche où il l'avait vue pour la première fois, son livre sur les genoux, son regard distant, mais alerte. Le lieu était vide, le trottoir mouillé par la pluie tombée pendant son absence. Il s'assit quelques minutes sur le banc d'en face, fixant l'endroit comme s'il allait la faire réapparaître par la seule force de sa mémoire. Il ferma les yeux. Il lui parla intérieurement, pas pour la convaincre, pour lui dire qu'il comprenait, qu'il respectait et qu'il espérait. Les jours suivants, il reprit peu à peu le rythme du quotidien. Il revint à son bureau, reprit les réunions, les dossiers, les voyages. Mais il n'était plus le même. Il ne supportait plus les discussions superficielles, les fêtes sans âme, les mondanités vides. Il se surprenait à chercher Élise dans les silhouettes croisées dans le métro, dans les cafés, dans les bibliothèques. Il ne la trouvait pas, et c'était mieux ainsi, car chaque jour sans elle était aussi un jour pour réfléchir, pour devenir celui qu'il voulait être. Il relut sa lettre encore, plusieurs fois, avant de la glisser dans un carnet qu'il gardait dans la poche intérieure de sa veste. Pas pour se punir, mais pour se rappeler. Elle était partie, oui, mais elle ne l'avait pas quitté. Elle lui avait montré le chemin. Le reste lui appartenait désormais, et il avait l'intuition profonde que ce n'était pas un point final, seulement une virgule. Le temps avait passé sans éclat, sans fracas. Les jours avaient filé comme des trains que l'on regarde partir sans monter à bord. Théo, malgré le retour apparent à la normalité, n'était plus le même homme. Il travaillait encore, bien sûr. Il continuait à signer des contrats, à développer sa start-up, à répondre à des sollicitations. Mais tout cela avait perdu de sa saveur. Il ne se sentait plus dans la conquête. Il ne voulait plus épater, convaincre, dominer. Il voulait comprendre, agir autrement. Et surtout se reconnecter à quelque chose d'essentiel qu'Élise avait réveillé en lui. Il avait essayé au début de la retrouver, discrètement. Il n'avait mandaté personne, refusant de trahir sa promesse implicite. Mais il avait marché dans les quartiers qu'elle aimait, fréquenté des bibliothèques, des centres d'aide, posé des questions avec prudence, sans insister, sans forcer. Il savait que si elle voulait réapparaître, ce serait à sa manière, à son rythme. Il respectait ce silence, même si chaque jour sans elle lui rappelait à quel point son absence était un espace à combler, non un vide à fuir. Ce fut un jeudi d'avril qu'il la revit. Il avait été invité à intervenir dans une table ronde sur l'éducation et l'innovation sociale, organisée dans une bibliothèque municipale du 19e arrondissement. Un quartier qu'il connaissait peu, mais dont il appréciait la diversité, l'énergie, le brassage humain. Il accepta sans grande conviction, pensant que ce serait une apparition symbolique, une formalité parmi d'autres. Il n'avait pas préparé de discours, seulement quelques notes griffonnées sur un carnet. Il s'attendait à une salle clairsemée, à des échanges polis, à des idées convenues. Mais ce qu'il trouva en entrant dans la salle principale de la bibliothèque dépassa toutes ses attentes. Des enfants installés sur des coussins colorés, des parents assis au fond, discrets, des enseignants bénévoles en pleine activité. Et au centre, comme une évidence sortie d'un rêve, Élise. Elle se tenait debout devant un tableau blanc, un marqueur à la main, entourée d'un petit groupe d'adolescents attentifs. Elle parlait avec cette voix ferme et douce, à la fois qu'il n'avait jamais oubliée. Elle expliquait un poème de Victor Hugo. Elle citait des vers avec naturel. Elle posait des questions. Et les réponses fusaient. Les yeux des jeunes brillaient. Ils la regardaient comme on regarde une évidence. Elle n'était pas une intervenante. Elle était une présence, une lumière. Théo resta figé à l'entrée. Il aurait pu partir, se fondre dans la foule. Mais elle le vit. Dès qu'elle tourna la tête, elle croisa son regard. Pas de surprise dans ses yeux. Seulement un éclat paisible, un sourire contenu. Elle lui fit un signe léger de la main sans s'interrompre. Il comprit qu'il devait attendre, observer, ne pas précipiter. Il resta là jusqu'à la fin de l'atelier.
Quand les élèves sortirent en riant, certains s'arrêtèrent pour lui serrer la main sans savoir qui il était vraiment. Élise les accompagna jusqu'à la porte, puis revint vers lui. Ils étaient enfin seuls, au milieu des rayonnages. « Tu es venu écouter. »« Victor Hugo » demanda-t-elle doucement. « Je suis venu chercher un sens, et je crois que je viens de le trouver. » Elle sourit. Pas par flatterie, par reconnaissance. « Tu es différent. Je me sens différent. Je ne cherche plus à me prouver. Je veux construire, offrir ce que j'ai reçu. Et toi, Élise, tu m'as donné plus que tu ne l'imagines. » Elle s'approcha d'une étagère, caressa le dos d'un livre comme on touche une mémoire. « Je n'ai pas fui, tu sais. J'avais besoin de redevenir quelqu'un pour moi-même, de me remettre debout sans appui, de savoir que je pouvais transmettre à nouveau sans me perdre dans les attentes d'un autre. Et maintenant, demanda-t-il, la gorge serrée, maintenant je suis prête à marcher aux côtés de quelqu'un, non pour être porté, mais pour marcher ensemble. » Il sourit. Il n'osa pas la toucher, pas encore, mais il sentait que ce moment était celui qu'il attendait depuis son départ. « Viens avec moi alors, pas dans mon monde, dans un monde que l'on pourrait construire ensemble. J'ai une idée, un projet, une fondation, pour soutenir l'éducation dans les zones oubliées, pour offrir aux enfants ce que toi tu m'as offert, une chance de croire que tout est encore possible. » Élise le regarda longuement. Son regard n'était plus dur, plus sur la défensive. Il était calme, ouvert. Elle posa sa main sur son bras. « Tu n'as pas besoin de me séduire, Théo, tu n'as jamais eu besoin de ça. Ce que tu proposes, je l'attendais sans le savoir. Alors oui, allons-y, mais faisons-le bien, sans bruit, sans effet, avec cohérence. » Il acquiesça. Et dans ce silence entre eux, il n'y avait plus d'attente, plus de conditions. Seulement deux êtres qui s'étaient retrouvés au bon moment, dans le bon lieu. Rien n'était figé, rien n'était garanti. Mais l'élan était là, sincère, profond, prêt à tracer une trajectoire nouvelle, enraciné dans la vérité qu'ils avaient construite, chacun de leur côté, avant de se retrouver enfin. La fondation fut lancée 6 mois plus tard, dans une salle municipale transformée pour l'occasion. Ce n'était pas un événement fastueux, pas de projecteurs, pas de tapis rouge, aucun sponsor criard ni discours trop long. Ce fut une inauguration discrète, sincère, pensée pour ceux qui allaient en bénéficier plutôt que pour ceux qui la finançaient. Théo et Élise avaient décidé que ce serait ainsi, utile avant tout, juste, profond, fidèle à ce qu'ils avaient construit depuis leur première rencontre. Le nom choisi pour la fondation était simple, Élan, un mot court, sans majuscule tapageuse, sans connotation de grandeur artificielle. Un mot qui évoquait le mouvement, le départ, la possibilité. Les statuts furent rédigés à 2 mot à mot. Chaque phrase fut relue, discutée, pesée. La mission était claire. Offrir un accès réel à l'éducation et à la culture pour les jeunes vivant dans des contextes précaires, mais aussi pour les adultes déscolarisés, les invisibles de la société, ceux dont les chemins avaient été interrompus trop tôt. Le premier centre ouvrit ses portes dans un ancien gymnase réaménagé, au cœur d'un quartier populaire du nord de Paris. Un lieu chaleureux, rempli de livres, de bureaux simples, de tableaux blancs, de coins, lectures, de connexions Internet accessibles à tous. Des enseignants bénévoles vinrent spontanément. Des anciens élèves d'Élise aussi. Et bientôt, des partenaires institutionnels se montrèrent intéressés, mais Théo insista pour que la fondation reste indépendante. Il ne voulait plus que des logiques de rendement ou de réputation dictent ses actions. Il avait assez vu ce que devenait une idée sincère lorsqu'elle était déformée par les intérêts. Ici, il voulait protéger ce qu'il construisait, ce qu'elle lui avait appris à préserver. Le jour de l'inauguration, Élise portait une robe crème très sobre, les cheveux attachés comme elle le faisait parfois lorsqu'elle enseignait. Elle ne voulait pas de podium ni de micro, mais quand Théo l'invita à dire quelques mots, elle ne refusa pas. Elle parla sans notes, les mains croisées devant elle, le regard tranquille. « Ce que vous voyez ici n'est pas un miracle, dit-elle. Ce n'est pas non plus une charité, c'est une réponse. À ceux qui pensent que la chute est une fin, à ceux qui croient que seules les grandes écoles forgent des intelligences, à ceux qui oublient que le savoir est une arme silencieuse, capable de relever un être, de changer un regard, de redonner une voix. J'ai vécu le silence. J'ai connu l'oubli.
Et aujourd'hui, je suis debout. Pas seul, mais avec vous, avec lui. Elle se tourna vers Théo qui la regardait depuis le fond de la salle. Il n'applaudit pas, il ne bougea pas, mais tout son être vibrait d'une gratitude immense. Il savait que ce moment n'aurait jamais existé sans elle. Elle était la fondation de cette fondation, l'âme de ce projet. Il n'était que le bras, le relais. À la fin de la cérémonie, les invités commencèrent à partir, les mains pleines de brochures, les têtes pleines de questions, les cœurs un peu plus ouverts. Il restait encore quelques bénévoles, des enfants qui couraient entre les rayonnages, des rires qui résonnaient comme des promesses. Théo s'approcha d'Élise, qui observait les étagères avec une attention presque émue. « Tu avais raison, » dit-il à voix basse. « Ce monde n'a pas besoin de plus de héros. Il a besoin de plus de lucidité. Et tu es la personne la plus lucide que j'ai rencontrée. » Elle le regarda sans détourner les yeux. « Et toi, tu es celui qui a choisi de ne pas avoir peur d'apprendre. Ce n'est pas rien. » Il lui tendit la main. Pas pour une poignée conventionnelle, mais comme on tend la main à quelqu'un qu'on ne veut plus quitter. Elle la prit. Ils restèrent ainsi quelques secondes. Pas un mot de plus. Mais tout était là. Ils ne portaient pas d'étiquette. Pas de promesses romantiques jetées au vent. Pas de déclarations solennelles. Mais chaque jour passé à construire ensemble ce projet les rapprochait. Il n'était plus question de vengeance, d'image, d'ego. Il s'agissait désormais de lien, de vérité, de présence. Ils continuaient de vivre chacun chez soi, respectant leur rythme, leurs espaces. Mais ils se retrouvaient chaque matin au centre, travaillaient côte à côte, prenaient le café ensemble, partageaient des silences plus profonds que bien des mots. Et parfois, le soir, lorsqu'il faisait plus froid, ou que le jour avait été rude, Théo l'attendait à la sortie avec son manteau sur le bras et elle posait sa tête contre son épaule, sans rien dire. C'était leur façon de dire que tout allait bien. La presse parla de la fondation, discrètement d'abord, puis avec plus d'attention. Certains articles cherchèrent à en faire un nouveau conte moderne, un PDG au sommet qui tend la main à une sans-abri, la transforme, l'élève. Mais ceux qui les connaissaient vraiment savaient que c'était l'inverse, que c'était elle qui avait élevé cet homme, en le ramenant à lui-même. Un an plus tard, lors d'une conférence à Marseille, Théo fut interrogé sur sa vie privée par une journaliste insistante. Il répondit simplement « Je travaille chaque jour avec une femme extraordinaire. Nous n'avons pas besoin de définir ce que nous sommes. Nous sommes là, l'un pour l'autre, pour les autres aussi. Et c'est suffisant. C'était vrai. » Il n'avait jamais reparlé du baiser, ni de l'absence, ni de la lettre. Tout cela faisait partie du chemin, un chemin qu'ils poursuivaient ensemble, sans peur, avec humilité. Et la conviction, profonde et simple, qu'ils n'étaient pas là pour être admirés, mais pour faire, pour changer ce qu'ils pouvaient, pour aimer aussi, mais à leur manière, sans bruit, sans drame, juste avec constance. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement.